Il y a deux trucs qui m'ont révolté. Il y a le service en lui-même qui était catastrophique, etc. Et ensuite, la vie, entre guillemets, qui m'a révolté. Le fait que je suis handicapé, et quand t'es handicapé, t'as besoin d'argent. Donc en fait, assez tôt, assez jeune, tu vois, je commençais à me dire, ok, si en fait je veux vivre une vie normale, il faut que je gagne de l'argent, tu vois. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Louis Debouzy. Alors Louis, je suis vraiment contente qu'on puisse enregistrer ce podcast, surtout que j'ai bien cru ce matin que je n'arriverais jamais à venir à toi en cette veille de Jeux Olympiques. Mais heureusement, j'ai trouvé un pont ouvert et je suis ravie de te retrouver chez toi. Tu as à peine plus de 30 ans et déjà une très belle aventure entrepreneuriale à ton actif, Amabilis, une entreprise d'aide à domicile. Est-ce que je peux te laisser te présenter et nous raconter ton parcours ? Merci Aurore pour cette invitation. Oui, donc j'ai 32 ans, j'ai créé une première société il y a maintenant 8 ans, un peu plus de 8 ans. Donc je suis un entrepreneur passionné, investisseur et créateur de l'Exit Club, qui est un club destiné aux entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise. Je suis, comme je te le disais, l'ex-fondateur d'Amabilis, une société d'aide à domicile que j'ai vendue il y a maintenant 2 ans et qui comptait 250 collaborateurs en 2022 au moment de la vente. Ok, alors pourquoi est-ce que tu as décidé de fonder Amabilis ? Ouais, Amabilis, c'est né d'une expérience personnelle. Je suis en fauteuil roulant depuis une dizaine d'années et l'idée c'était de trouver, de créer en tout cas le service que j'aurais aimé avoir quand j'étais moi-même client de ces boîtes-là et que ça ne fonctionnait pas. Et donc d'avoir une approche professionnelle, commerciale et avoir des gens qui soient fiables. D'accord, donc toi, les principaux pain points que tu avais identifiés vis-à-vis des services auxquels tu avais recours, c'était un manque de fiabilité ou de professionnalisme, c'est ça ? Ouais, fiabilité principalement. D'accord, et comment est-ce que, avec Amabilis, tu as pu le donner ça à tes clients ? Ouais, nous on s'est rapidement spécialisé en fait sur la grande dépendance. Et donc en fait, qui dit grande dépendance dit volume horaire important. Et en fait, quand vous avez des volumes horaires importants, vous attirez à vous naturellement des profils d'intervenants qui sont beaucoup plus motivés parce que tout simplement ils gagnent plus d'argent et parce que c'est beaucoup plus stable. C'est-à-dire que plutôt que de faire une presta, 1 heure à droite, 1 heure à gauche, vous avez peut-être 2 clients par jour et vous arrivez à votre 35 heures beaucoup plus facilement. Et donc du coup, on arrivait à attirer à nous, si tu veux, des gens qui étaient, je crois, meilleurs que les concurrents. Et donc voilà, on a essayé de faire ça à Paris d'abord, puis ensuite en France. Ok, et tu as monté ça tout seul ? Oui. Ok, quelle expérience du coup on voit souvent des cofondateurs. Toi, tu t'es lancé tout seul ? Est-ce que tu t'es posé la question de t'associer au départ ? Est-ce que c'était juste pas tellement le sujet ? Comment tu l'as vécu ? Je pense que dans l'idéal, c'est bien de s'associer, c'est intelligent, parce que d'abord, on est complémentaires, souvent entre 2-3 profils. Ensuite, l'entrepreneuriat et s'en faire pleurer dans les chaumières, c'est extrêmement difficile. Il faut trouver le produit, le service, il faut trouver ses clients, il faut se faire payer, il faut faire grossir, il faut emmener les gens avec nous, il faut recruter, il faut s'entourer, il faut licencier parfois. Et donc, le fait de pouvoir partager cette charge simplement mentale, c'est même pas en termes de répartition du travail, il y a ça, mais il y a tout simplement psychologiquement pouvoir échanger avec quelqu'un qui est dans le même bateau. Ok, donc toi, t'avais quel âge quand t'as lancé Amabilis ? J'avais 23 ans. 23 ans, tu lances tout seul, vous vous retrouvez à 250. J'imagine que t'avais quasiment jamais managé avant. Comment est-ce que t'as dû être, j'imagine, rapidement aussi amené à devoir déléguer ? Tu t'es entouré peut-être de profils seniors rapidement ? Comment est-ce que tu as pu gérer cette croissance seul, avec peu d'expérience professionnelle ? J'ai fait, je crois, toutes les erreurs qui peuvent exister. Donc l'important, c'est
vraiment, enfin, je crois que c'est un truc qu'on répète, mais que moi, j'avais pas compris. C'est vraiment le fait de s'entourer et le fait notamment de contrôler les références. C'est vraiment un sujet qui est crucial, hein, qui est vraiment souvent un peu... moi, je sais pas pourquoi, d'où cette crainte me venait, mais j'avais l'impression un peu de faire un truc un peu dans le dos du candidat. Genre de contrôler ses références. Alors même si je prévenais le candidat, j'ai l'impression que faire ça, c'était ne pas être franc du collier, c'était un peu ne pas faire confiance en fait à la personne et au moment que tu as passé, ou les moments que tu as passé avec ton candidat. Et donc c'est un peu le point que je retiens en fait de toutes ces années-là. Si c'était à refaire, s'il y avait un truc à refaire, alors je regrette rien, il faut jamais rien regretter, mais en tout cas s'il y a une leçon à tirer et un point qui pourrait être amélioré, c'est voilà, s'entourer, contrôler les références. Ok, très clair. Et sur les 250 salariés, c'était quoi la part des intervenants versus ceux qui géraient plutôt la partie entreprise? C'est 220 intervenants et une trentaine de personnes au siège. Ok, très clair. Le service à la personne, c'est un secteur qui n'est pas forcément facile, notamment à scaler, comme on dit, parce que ça repose beaucoup sur l'humain. Comment est-ce que toi, tu as pu réussir à avoir une forte croissance dans ce secteur-là? Je crois qu'il faut avoir une ambition. Moi, j'aime bien l'idée qu'on entreprend souvent parce qu'on est révolté soit par la vie, soit par une problématique qu'on a pu rencontrer, soit les deux. C'est-à-dire que tu as pu être enfant malmené et en fait, tu as une revanche à prendre sur la vie, et en même temps, te rencontrer, faire face à une problématique, par exemple dans l'aide à domicile ou dans les chaussures ou dans les apps, peu importe. Mais j'aime bien l'idée, tu vois, de transformer un peu des trucs un peu mauvais, négatifs, en une énergie, tu vois, en un feu un peu positif, quoi. Donc toi, c'était plutôt la frustration que tu pouvais avoir par rapport au service que tu recevais, qui a été cette énergie-là, ou moi, je pense qu'il y a deux trucs qui m'ont révolté. Il y a le service en lui-même qui était catastrophique, etc. Et ensuite, la vie, entre guillemets, qui m'a révolté, le fait que je suis handicapé, et quand t'es handicapé, t'as besoin d'argent. Donc en fait, assez tôt, assez jeune, tu vois, je commençais à me dire, ok, si en fait je veux vivre une vie normale, il faut que je gagne de l'argent, tu vois. Donc il y avait un peu ces deux trucs. J'étais révolté par la vie, mais voilà. Oui, mais c'est une colère qui est totalement compréhensible. Enfin, je sais pas si tu as envie de parler un petit peu Ouais, de ce que tu as eu comme maladie, mais ça a eu un impact énorme en fait dans ton développement. Ouais, bah, donc il y a ça, et puis ensuite, tu vois, il y a cette problématique-là, mais peut-être que ça aurait pu être une autre problématique, je sais pas. Je deviens employé d'une boîte, j'en sais rien, dans la gestion de la paye, et en fait, je me dis, bah tiens, je vais créer le nouveau SILAE, bon, bah c'est PFIT, tu vois. Mais ça aurait pu être aussi une sorte de révolte, tu vois, une problématique à laquelle je me dis, putain, comment est-ce qu'on peut améliorer ça, quoi. Oui, ok. Ouais, donc tu t'identifies un dysfonctionnement et tu as l'énergie pour le remettre au carré. Ok. Aujourd'hui, Amabilis, tu l'as vendu, c'est ça? Il y a, je crois, 2 ans. Ouais, 2 ans pile. 2 ans pile, ok. Ça continue. Enfin, comment est-ce que vous avez été... Enfin, tu as cédé. Pourquoi est-ce que tu as cédé? Ouais, on a cédé à un concurrent qui est 10 fois plus haut que nous. La marque existe toujours, la structure également. J'ai plus trop de contacts, donc je sais pas en termes de chiffres, de clients, de salariés, ce qui se passe. Pourquoi je l'ai vendu? Je l'ai vendu pour 3 raisons. La première, pour l'argent. L'argent, ça sert à faire des trucs. Je disais notamment quand tu es handicapé, mais pas que. Là, ce soir, je prends le train pour me rendre dans ma maison de campagne dont je rêve depuis maintenant 10 ans. Il y a 10 ans, j'avais écrit dans mes notes iPhone une visualisation où je veux être je peux à l'époque, dans 5 ans, dans 7 ans. Et dans cette liste, il y avait acheter, ou en tout cas pouvoir vivre en tout cas partir en vacances dans une maison secondaire avec des pins, une piscine et beaucoup d'amour. Et donc je crois que c'est ce qu'on va pouvoir retrouver dès ce soir. Les travaux se terminent ce jour-là, donc ça va être top. Ensuite, l'argent, ça sert à connaître sa valeur. Et dans un système capitaliste, bah, c'est souvent l'argent qui fait la valeur. Enfin, en tout cas, la valeur financière, mais aussi, franchement, aussi souvent la valeur de la personne que tu as en face. Alors après, tu peux trouver ça bien ou pas bien, mais voilà, tu sais à peu près ce que je vaux,
c'est tant de millions, tant de centaines de milliers d'euros. Bon. Ça, j'avais besoin de savoir ça, tu vois. Parce que surtout, en fait, en sortant de Sciences Po, quand t'as tous tes camarades qui te disent, même ta famille, tes amis, pourquoi t'as fait Sciences Po pour lancer une boîte, pourquoi t'es pas consultant, pourquoi t'es pas banquier d'affaires, nous on touche tant, on fait ci, on fait ça, c'est comme à l'armée, à 30 ans on sera là, à 35 ans. Tu vois, ça fait réfléchir. Tu te dis, ok, c'est quoi ma valeur en fait. Genre, bon. Donc ça, c'est la première raison, l'argent. La deuxième raison, c'est la stimulation intellectuelle, qui n'était plus là. Et la troisième raison pour laquelle j'ai cédé mon entreprise, c'est un ensemble de choses diverses et variées. La pénurie de collaborateurs, c'était vraiment un enfer. Tu galérais à trouver des personnes, c'est ça, à recruter? Ouais. Bah, depuis le jour numéro 1, mais c'était renforcé par le Covid. Donc ça, la réglementation qui n'est absolument pas adaptée au service à la personne et au métier d'aide à domicile. Qu'est-ce qui pose des problèmes, par exemple, au niveau de la réglementation? 35 heures. Les 35 heures qui compliquent énormément de choses, à la fois parce que, en tout cas dans notre secteur, je touche du bois, on avait, j'espère pour nos clients, mais vraiment de très très bons profils. Personne ne voulait bosser que 35 heures. Les gens voulaient bosser 40, 50, 60 heures. Et deuxièmement, parce que ça complique au niveau du planning. Comment tu fais si tu as un absent, si tu as un décalage? Tu peux pas gérer de façon industrielle quand c'est du service auprès de personnes dépendantes. Oui, c'est le problème en fait, de flexibilité dans ce que tu peux proposer à tes salariés et donc à tes clients. Ok. Et je crois que tu avais encore un autre point. Ouais, pénurie, réglementation, et peut-être le fait de gérer une grosse boîte, entre guillemets, qui peut-être ne correspond pas à mon profil. Je dis peut-être parce que j'en sais rien, peut-être que dans un autre secteur, ça me fera kiffer de gérer 500 personnes, tu vois. Mais je me pose la question, peut-être qu'en fait, ce qui me plaît, c'est l'adrénaline, l'effervescence, vraiment le début quoi, d'une aventure. Oui, et puis la créativité aussi que ça demande au départ et qui est peut-être un peu moins présente quand tu es pris par le quotidien quoi, d'une entreprise. Peut-être, ouais. C'était qui les premières personnes que tu as recrutées pour t'entourer sur le management de l'entreprise? C'était une assistante administrative. Oui. Ensuite, c'était un commercial. Et en fait, c'était même une commerciale, la première personne. Ok. Et à destination des maisons... Nous, nos clients, c'était les médecins, les infirmiers, les assistantes sociales qui nous orientaient, nos clients finaux, qui sont les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Ok. Je me posais la question... Alors, il me semble qu'avec Amabilis, vous étiez quand même plutôt sur des personnes notamment atteintes de handicap ou des personnes âgées, c'était l'un ou l'autre? C'était les deux, c'était principalement des personnes handicapées, c'est vrai, mais ça pouvait être des personnes âgées aussi. Ouais. Et avec le vieillissement de la population qu'on connaît en ce moment, dans quelle mesure est-ce qu'une entreprise comme Amabilis a réussi à... est-ce que tu penses que vous avez réussi à craquer un modèle, une manière de faire qui finalement peut nous aider à accompagner ce vieillissement de manière plus efficiente que le faisaient les sociétés existantes? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait répliquer à plus grande échelle, par exemple, dans la manière dont on va accompagner des personnes qui ont besoin d'aide à domicile? Ça peut être tu as la gestion des plannings, ça peut être des choses que vous avez mises en place qui ont particulièrement aidé. En toute modestie, je pense que c'est... on n'a pas craqué, tu vois, on n'a pas trouvé un modèle comme, tu vois, je sais pas, aux Pays-Bas, je crois, ils ont mis en place un système où en fait les auxiliaires de vie, les infirmiers sont en gros un peu leurs propres patrons, font leur planning, et ça marche beaucoup là-bas. Les Uber, ça fait le Uber du service à la personne. Ouais, mais il y a ça, et puis il y a un système un peu de, je sais plus exactement, de pool, de gens qui se regroupent, enfin ça marche ultra bien. Il y a des boîtes comme Allenvie, je crois, qui ont essayé de copier le modèle en France. Nous-mêmes, on s'est posé la question si on voulait pas tenter un modèle comme ça, on l'a pas fait finalement. Non, ce qui a marché pour nous et ce qui, je crois, est important, c'est d'avoir une approche très commerciale, très américaine, en fait, du service à la personne et casser un peu les codes du social, du pathos, qui je pense, n'est pas bon parce que les clients, on les appelait les clients, on comparait souvent notre secteur à l'hôtellerie et à la restauration.
parce que ça reste que ce soit handicapé ou pas handicapé. Bon, t'as besoin d'un repas, t'as besoin qu'on t'aide à aller faire tes courses, t'as besoin qu'on t'aide à t'habiller, ça reste du service, tu vois. Et donc, moi, j'étais très marqué par mon expérience à New York. J'ai passé 1 an là-bas. Et vraiment, là-bas, ils ont une obsession pour le service. Alors, les gens, les mauvaises langues ou les aigris pourront dire « Ah oui, mais parce qu'ils ont un tips, etc. » Peut-être, mais en fait, on s'en fout. Le résultat, c'est que tu rentres dans un magasin, t'as un mec qui arrive, qui est souriant, qui t'écoute, qui vraiment te propose le truc qu'il te faut. Le service est top au restaurant. Enfin, tu vois. Et ça, je trouve que c'est important d'avoir une approche un peu froide. Quand je dis froide, on s'entend, c'est-à-dire que les patients, les clients handicapés sont des clients et donc il faut, tu vois, être à leur service en mode... Et donc là, mettre beaucoup de chaleur, être souriant, être dans l'énergie, être fiable, être ponctuel, tu vois. Mais genre, ça, c'est un peu une approche un peu innovante qui, pour avoir fait beaucoup de boîtes, genre plusieurs dizaines de sociétés en tant que client, il n'y a pas eu tout ça, quoi. Il n'y avait pas, tu trouvais, le sourire et la bonne volonté. Il n'y avait quoi. pas cette énergie, il n'y avait pas cette ambition, ouais. il n'y avait pas cette envie féroce de gagner de l'argent et donc du coup de servir son client en étant obsédé par la qualité. Enfin, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça. Derrière, c'est l'obsession aussi de l'expérience utilisateur, l'expérience client, et qu'on retrouve effectivement très américaine à la source, mais qui fait le succès de grosses entreprises qu'on connaît tous. Ouais. Ok. Et qu'on avait avec d'ailleurs Olivier Duhat, qui est passionné d'expérience utilisateur et expérience client, qui nous en parlait dans le dernier podcast. Donc finalement, on retrouve un peu les mêmes leviers. Au moment de la session, tu avais eu des fonds qui étaient rentrés auparavant en capital ou non? Tu avais bootstrappé de A à Z. Bon, franchement, bravo. Et tu étais parti avec des fonds propres Je suis parti avec 20 000 euros. Ok. Et ensuite, du coup, pour être transparent, parce que souvent les gens on comprend pas trop comment on finance, comment les gens font, etc. En fait, moi, j'avais 20 000 euros. En fait, mon père est décédé et j'ai hérité 200 000 euros. D'accord. Et en fait, j'ai utilisé ces 200 000 euros pour financer la croissance. Et donc, tu vois, quand on avait plus de clients et nous, on avait un BFR qui était ultra important, en fait, on payait nos salariés avant d'être payés. D'accord. Par nos clients. Donc, du coup, tu vois, on avait des décalages de malades. Et donc, voilà. D'accord. Et t'as tenu combien de temps t'as réussi à être rentable au bout de combien de temps La première année, on était rentable. Première année rentable, ok. Ouais, c'est énorme. Mais tu devais pas beaucoup te payer, par contre, si. Je me payais pas parce que j'ai investi tout dans la boîte, c'est vrai. Mais effectivement, moi, j'étais un peu en décalage avec mes camarades entrepreneurs SaaS. Et je me disais, putain, mais j'ai rien compris en fait. Genre, tu sais, quand je leur parlais de profit, d'EBITDA, il y a des mecs qui savaient même pas ce que c'était l'EBITDA. Genre. J'exagère un peu, tu vois, mais. Parce qu'ils faisaient quoi? Ils faisaient juste l'acquisition et. L'objectif dans les années 2015 à 2020-2022, c'était vraiment faire du CA, on s'en branle, faire du profit. Et moi, j'étais obsédé par le profit. C'est-à-dire que j'étais en mode, mais comment on fait pour payer ça en fait, tu vois. Oui, mais ce qui est plutôt plus sain, non? Enfin, je sais pas comment ils ont atterri. Oui. Peut-être qu'ils ont créé des boîtes qui ont cartonné ou finalement, il y a un moment, on leur demandait s'ils étaient rentables et ils l'étaient pas. Bah, je sais pas, mais c'est vrai que. On ne dira pas leur nom. Hein. Non, mais c'est vrai que oui. En tout cas, ça m'a servi, je crois. Et aujourd'hui, on revient un peu à ces fondamentaux, c'est que un peu le capitalisme à la papa ou à la maman, c'est à la fin de l'année, il y a combien dans les caisses, tu vois, est-ce qu'on a dépensé plus, c'est pas bon. Oui, et c'est d'ailleurs des critères que les fonds, on regarde plus maintenant. J'étais il y a pas très longtemps à une conférence, justement, ils disaient, on regarde de plus en plus la rentabilité et pas juste le CA, parce que ils ont, je pense, aussi connu le Covid qui a aussi pu faire un peu mal pour les paris qui avaient pu être faits sur des entreprises qui avaient un beau CA, mais pas forcément beaucoup de cash derrière. C'est vrai que je vois qu'aujourd'hui, c'est un atout, c'est une qualité. Et les gens souvent me disent, voilà, comment t'as fait pour gérer une boîte, en plus dans le service à la personne, rentable, et donc, je sais pas si il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, hein, mais voilà, l'idée c'est de processer, c'est de réfléchir à comment s'entourer des bonnes personnes, comment les emmener avec toi dans ta vision. Oui, c'est clair. Tu parlais du fait que ton handicap avait pu être un déclencheur. Et je me posais aussi la question, je pense que vous le voyez aussi, mais
je trouve qu'il y a beaucoup cette image de l'entrepreneur sur LinkedIn qui fait des Ironman, qui est là avec sa routine, morning routine, à courir 25 km tous les matins et compagnie. Et en occultant parfois un peu les limites que toute personne a, y compris ceux qui font des Ironman physiques et autres. Et je trouve ça assez beau, en fait, d'avoir ton témoignage de ce point de vue-là, parce que tu sais composer avec tes limites, et pour le coup, tu n'as pas eu d'autre choix que de composer avec depuis longtemps. Et je trouve que de ce point de vue-là, tu incarnes aussi un modèle d'entrepreneur qui est super intéressant, parce que tu montres qu'il n'y a pas besoin d'être un surhomme, en fait. Tu as sûrement été surperformant sur plein d'aspects pour réussir à faire tout seul ce que tu as fait, mais tu as pu le faire aussi en assumant tes propres limites. Et j'aurais bien aimé, peut-être, je sais pas si tu as toi des modèles d'entrepreneurs ou si tu as des réactions par rapport à ce modèle d'entrepreneur un peu cliché, qui ne dort jamais, qui ne se repose jamais, qui a le temps de faire tout. Comment tu l'as vécu, toi, et qu'est-ce qui a pu t'inspirer par rapport à ça? Je pense que pour être un entrepreneur, il faut être un homme ou une femme avec une ambition, avec une énergie, une détermination. Donc je sais pas, peut-être que mon handicap effectivement a nourri un peu cette détermination, cette résilience, cette ambition, et que j'ai voulu consciemment ou inconsciemment compenser cet handicap, je sais pas. Est-ce que j'ai des modèles moi, mes modèles, c'était plutôt justement des entrepreneurs qui étaient là-dedans. Okay. C'est-à-dire soit des mecs à l'ancienne comme François Pinault qui explique qu'il faut renifler les gens, ou comme Tapi qui explique qu'il faut avoir une envie féroce de gagner beaucoup d'argent, sinon ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien de créer une boîte. Donc moi j'étais plutôt dans le truc où je cherchais des gens qui me secouaient, me disaient en fait tu dois bosser 30 heures par jour, tu vois. Bon, évidemment le danger de ça c'est que c'est pas possible, que ça peut créer beaucoup de frustration. J'ai des gens qui disent mais putain je comprends pas, je dors plus et ça marche pas, j'ai pas de clients, j'ai pas de salariés, bon. Alors ça peut créer beaucoup de frustration. Je pense que l'important c'est quand même d'inspirer les gens, donc voilà, si t'es inspiré par François Pinault ou si t'es inspiré par une nana qui fait un Ironman, on s'en fout, mais voilà, il faut trouver des gens qui t'inspirent. Voilà, Just Focus c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous accueillerons Souleymane Jean Galadima, CEO du Family Office Sapiens. Avec Louis, ils échangeront sur son expérience de cash-out, sur la manière dont il l'a vécu et sur sa perception du monde de la gestion de patrimoine plus généralement.